Bonjour à tous, c'est Antoine et avant de commencer, j'ai un truc très important à vous dire et non, ce n'est pas l'ouverture de mon OnlyFans, calmez-vous. C'est nul! Écran Large lance une campagne de financement participatif sur Ulule et on a besoin de vous. Pourquoi on fait ça? Parce que comme tous les médias, on est menacé par les fameux GAFAM, ces entreprises qui font la loi sur Internet, à commencer par Google. Elles pompent de plus en plus nos revenus et empêchent les gens d'accéder librement à l'information en créant un mur entre nous, les médias, et vous. C'est pourquoi on doit continuer d'assurer nos arrières avec plusieurs canaux de diffusion, comme ces merveilleuses vidéos YouTube ou encore notre podcast. Mais ça, faut le pérenniser et on aimerait aussi se lancer sur Twitch pour commenter l'actu et interagir directement avec vous. Ça, c'est l'un des objectifs de la campagne, mais on veut aussi refaire entièrement le site Écran Large, faire un documentaire sur les coulisses pour montrer comment ça fonctionne les médias et surtout continuer à faire les jeux de mots pourris qui nous caractérisent. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a appelé cette campagne la revanche du site. Si vous voulez nous aider, déjà, on vous dit un immense merci et on vous donne rendez-vous sur Ulule avec bien sûr un lien en description. On sera d'accord pour dire que l'analyse du box-office en 2023 s'est révélée aussi surprenante qu'étrange, en particulier pour les blockbusters américains, et je vous renvoie pour ça à la vidéo de Geoffrey sur les multiples flops de cet été. Mais il y a aussi eu de beaux succès, et dans le lot, le cas le plus passionnant à étudier est sans nul doute celui d'Oppenheimer de Christopher Nolan. J'ose même le dire, son carton en salle est un petit miracle qui a ravi toute l'industrie, mais qui était loin d'être une évidence avant sa sortie. Je m'incruste quelques secondes dans cette vidéo pour vous parler de Lost in the Night, un thriller passionnant transformant peu à peu son histoire de vengeance en véritable drame psychologique et social dans la droite lignée d'un certain Parasite. Oui, le Parasite de Bong Joon-ho. Ça y est, j'ai votre attention? Alors, allons-y. Lost in the Night est donc le nouveau film du réalisateur mexicain Amat Escalante. Il n'est pas aussi connu que le trio Cuarón, Del Toro, Iñárritu chez le grand public, mais c'est un cinéaste majeur du Mexique et un excellent metteur en scène, récompensé à Cannes pour Ellie en 2013 et à Venise pour La Région sauvage en 2016. Et s'il est moins célébré, c'est sûrement parce que son cinéma est sans concession. Ellie était, par exemple, une plongée radicale dans la barbarie mexicaine qui s'attardait frontalement sur des scènes de torture. La Région sauvage était lui un thriller érotico-fantastique bestial dans la veine de possession. Et avec Lost in the Night, il frappe encore un grand coup en rejoignant presque une version mexicaine de Parasite donc, mais avec une atmosphère bien plus sombre. Le film raconte en effet l'histoire d'Emiliano, un jeune mineur pauvre et blessé, voulant venger la mort de sa mère, une activiste écologiste, et qui va, au fil de ses recherches, suspecter une famille de très riches Mexicains d'être derrière ce meurtre. Autant dire que Lost in the Night va rapidement s'attarder sur la confrontation inévitable de deux facettes du Mexique totalement opposées et suivre comment cette fracture sociale va tout faire exploser. De quoi offrir une riche exploration de la psyché humaine, mais surtout de l'ambiguïté morale du pays, entre le pouvoir influent des élites mexicaines, la corruption qui en découle, et la fureur terrible qui gangrène le Mexique moderne à travers des scènes d'une grande violence. Avec en plus l'excellent Juan Daniel Garcia Trevino et l'ex-star de la série Netflix Elite Esther Exposito pour mener la danse, Lost in the Night est un thriller ultra tendu et oppressant à ne surtout pas manquer. Avant d'en venir aux faits, il faut d'ailleurs que je fasse un mea culpa auprès de ce cher Christopher, car à l'espace d'un instant, tel une brebis égarée, j'ai perdu foi en l'un de mes réalisateurs préférés. Mais bon, je suppose qu'après des années à écrire sur Marvel et les remakes live de Disney pour Écran Large, il y a de quoi devenir un brin pessimiste. Comme beaucoup de jeunes ados cinéphiles, Nolan a eu un impact considérable sur moi avec les sorties successives de The Dark Knight et Inception. Depuis quoi qu'on pense de ces films, il est indéniable qu'il a acquis un pouvoir qu'il est presque le seul à détenir à Hollywood. Il a des budgets de super-production tout en pouvant réaliser de purs films d'auteur dont l'argument de vente principal reste son nom. Après, j'ai une analyse assez personnelle de la carrière de Nolan qui, selon moi, et je dis bien selon moi, a franchi un cap après le succès d'Interstellar. Nolan me paraît plus confiant et plus à même de tester les limites du spectateur dans son processus filmique. Depuis Dunkerque, son cinéma est plus âpre, plus à l'os et plus concentré sur l'expérience sensorielle que provoque son montage que sur sa logique. Bien sûr, à ce jeu-là, Tenet reste le champion de toute catégorie qui a autant fasciné qu'agacé pour son parti pris très abstrait, dirons-nous. Don't try to understand it. Feel it. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Si je trouve cette démarche passionnante, surtout à l'heure où Hollywood se contente de réchauffer au micro-ondes ses mêmes franchises, je craignais aussi que cette ambition, voire cette folie des grandeurs, n'explose au visage de Nolan et qu'il en paye le prix. En fait, Tenet l'a même plutôt échappé belle, parce que pour un budget mouse de 250 millions de dollars, le film n'en a rapporté que 365 dans le monde, ce qui n'est pas beaucoup. Et si vous ne comprenez pas pourquoi ça ne rend pas le film rentable, je vous renvoie à la super vidéo de Geoffrey où il explique le fonctionnement du box-office.
Cela dit, Tenet est sorti à la pire période possible, en plein été 2020, alors que la crise du Covid battait son plein. Donc il va sans dire que ses recettes auraient été plus importantes dans un autre contexte, mais il est impossible de savoir s'il aurait été un succès pour autant. Et c'est là qu'on en arrive à Oppenheimer, et à mon excuse publique parce que j'étais persuadé que cette fois, mon cri-cri d'amour fonçait droit dans le mur. Pas d'un point de vue de la qualité, j'entends, mais dans son approche du public et de ses attentes. Pour rappel, Oppenheimer est le premier film que Nolan ne fait pas avec le studio Warner suite à la brouille que le cinéaste a eu avec ses décisionnaires quand ils ont décidé de mettre leur sortie en salle directement sur HBO Max pendant le Covid. Il a offert le scénario au studio le plus offrant avec plusieurs conditions, dont un budget à 100 millions de dollars et un final cut qui fait qu'aujourd'hui, le film atteint les 3 heures. Bon, finalement, c'est Universal qui a récupéré les droits. Bon, ça a été déjà pas mal commenté, mais un biopic sur le créateur de la bombe atomique avec beaucoup de dialogues, des parties en noir et blanc et une durée conséquente, il y avait quand même de grandes chances que ça se plante. Mais peut-être que c'est aussi ce genre de réflexion cliché sur l'intelligence du grand public qu'on perpétue le succès de blockbusters feignants. En tout cas, je suis ravi d'avoir eu tort, même si je crois que personne n'avait anticipé la teneur de ce carton, car Oppenheimer a explosé les compteurs et dépassé toutes les attentes. En gros, si le film a coûté 100 millions de dollars, ce à quoi on peut ajouter environ 100 millions de frais marketing, il faut au moins doubler ce nombre total pour atteindre un seuil de rentabilité, qui serait donc environ de 400 millions. Pour rappel, quand on calcule les recettes d'un film, c'est avec le prix total d'un ticket de cinéma, dont une partie revient toujours à l'exploitant de salle et non au studio. Quoi qu'il en soit, à l'heure où j'écris cette vidéo, Oppenheimer a récolté 926 millions de dollars de recettes mondiales depuis sa sortie le 19 juillet dernier. Et c'est loin d'être terminé puisque le film est sorti en Chine à la toute fin du mois d'août. C'est tout bonnement inespéré et en plus ça s'est fait sur 2 temps. Quand vous étudiez le box-office, il y a 2 choses qui comptent, le démarrage et comment le film tient sur la durée en conséquence de ce démarrage. Et là-dessus, il faudrait rappeler à Hollywood la morale du lièvre et la tortue, car les analystes et les studios n'ont Dieu que pour les records du premier week-end américain, alors que la plupart des blockbusters franchisés peinent parfois à tenir le coup une fois que les fans impatients se sont rendus en salle. C'est habituel qu'un film voit sa fréquentation chuter de 50 voire 60% en 2e semaine. Sauf que les plus gros cartons récents, de Top Gun Maverick à Avatar 2, n'ont cessé d'attirer les spectateurs de semaine en semaine. Et Oppenheimer a réussi le même exploit. Déjà, son démarrage a été bien supérieur aux estimations les plus optimistes. Sur le sol américain, ce qu'on appelle plus généralement le box-office domestique, Oppenheimer a amassé 82 millions de dollars, soit le 3e meilleur résultat de sa carrière et surtout son meilleur démarrage pour un film autre que c'est Batman. Et ça, c'est à la fois le plus important et ce que vous allez m'entendre répéter un paquet de fois. Faut bien comprendre qu'à leur sortie respective en 2008 et 2012, The Dark Knight et The Dark Knight Rises ont été des succès monstrueux, dépassant en fin d'exploitation le milliard de dollars symbolique, qu'il n'était alors pas si simple d'atteindre. Le poids de la marque Batman a joué, mais il constitue surtout le summum du cinéma de Nolan en matière de box-office. Et s'en approcher est déjà un exploit pour un film qui n'a ni le soutien d'une icône comme le Chevalier Noir, ni le fait d'être une suite. Donc le fait que le démarrage d'Oppenheimer soit le plus proche de celui de The Dark Knight et de The Dark Knight Rises, qui étaient respectivement de 158 et 160 millions de dollars, c'est déjà très impressionnant. Jusque-là, le 3e de la liste, c'était Inception avec 62 millions et Oppenheimer lui a roulé dessus. Mais par rapport à ce que je disais avant, le film est surtout parvenu à se maintenir de semaine en semaine, au point de ne perdre que 35 à 45% de ses spectateurs pendant plus d'un mois. Et grâce à ça, Oppenheimer n'a cessé de grimper, encore et encore. Sur le territoire américain, son total actuel est de 320 millions de dollars de recettes, soit là encore le meilleur score de Christopher Nolan derrière les 448 millions de The Dark Knight Rises, mais surtout les 535 millions de The Dark Knight. Et dans le reste du monde, devinez quoi, Oppenheimer est le meilleur résultat de Nolan hors Batman, mais avec un twist. Avec 605 millions rapportés, et ça devrait encore augmenter grâce à la Chine, il est le 2e meilleur score du cinéaste, devançant Interstellar, Inception et même The Dark Knight. Le seul qui ne dépasse pas, c'est The Dark Knight Rises et ses 633 millions de dollars. D'ailleurs, je profite de tous ces chiffres pour faire un aparté et vous rappeler qu'on a un beau podcast qui s'appelle La Réu et dans lesquels on débat de plein de sujets comme le Conjuringverse ou la carrière de Margot Robbie. Mais justement, on a dédié 2 épisodes au box-office bizarre de cet été de blockbuster, dans lesquels on est revenu entre autres sur Oppenheimer. Quand on l'a enregistré, le film venait à peine de dépasser les 715 millions de dollars de recettes mondiales, dépassant par la même occasion Interstellar. Son objectif suivant, c'était les 840 millions d'Inception, ce qui m'avait amené à dire naïvement que si par miracle il y parvenait, je mangerais mon chapeau. Étant donné qu'il est maintenant à plus de 900 millions, vous vous doutez que j'ai eu une digestion difficile pendant quelques jours et la confirmation qu'il ne faut pas du tout que je me reconvertisse dans la voyance. En tout cas, pour écouter ce podcast, le lien est en commentaire et en description.
Bon, maintenant qu'on a posé les chiffres, il est surtout intéressant de se demander comment et pourquoi Oppenheimer a autant cassé la baraque. Mais je peux pas avoir de réponse précise à donner, parce que chaque film est un prototype, et personne, pas même un studio, ne peut anticiper si une promo va intéresser le public, si la date de sortie choisie est la bonne, etc. Cela dit, il y a selon moi 3 pistes intéressantes à explorer pour essayer de comprendre ce succès. La première, c'est le phénomène Barbenheimer. À moins que vous ayez vécu ces derniers mois dans une grotte, vous savez sans doute qu'Oppenheimer est sorti la même semaine que Barbie, puisque ni Warner ni Universal n'ont souhaité bouger leur film, sans doute pour prouver qu'ils avaient la plus grosse. Et pour être franc, tout le monde était persuadé que c'était une sale idée, et que les deux films allaient au mieux se cannibaliser leurs entrées, et au pire qu'on allait assister à une battle royale, où l'un des films allait massacrer l'autre et violer son cadavre. Et pourtant, cette compétition a profité aux deux films, parce qu'elle a engendré une véritable hype auprès du public qui a fait ce dont tout studio rêve, de la pub gratuite. Ne serait-ce qu'avec le surnom Barbenheimer, il y a eu cette idée d'un choix à faire, ou au contraire, de l'envie d'un double programme avec 2 ambiances bien spécifiques. D'où une tonne de mèmes, de vidéos TikTok, et j'en passe. Tout le monde était au courant de l'existence de ces 2 films, et leur sortie en salle était transformée en véritable événement auquel il fallait assister, d'une manière ou d'une autre, mais de préférence avec un costard ou un t-shirt rose. À cela, j'ajouterais quand même que Barbie et Oppenheimer ont le mérite de ne pas être des films de franchise ou d'éternelles suites, même si, bon, le cas de Barbie, ça reste attaché à une marque. Mais il fallait reconstruire la marque, et le projet d'adaptation, plus la place de Greta Gerwig, a quand même prouvé qu'il allait être un minimum spécial. Et mine de rien, quoi qu'on pense des 2 films, ils ont aussi rappelé la valeur du bouche à oreille, alors que la plupart des méga blockbusters franchisés l'ont plus ou moins fait disparaître au profit de l'appartenance des fans. C'est aussi pour ça qu'Oppenheimer a eu une chute de fréquentation très faible de semaine en semaine. Mon deuxième point, et à vrai dire celui qui a motivé cette vidéo, c'est le parcours d'Oppenheimer en IMAX. C'est un sujet qui me passionne et je vais essayer d'aller à l'essentiel. Mais pour être clair, l'IMAX, ce ne sont pas que des salles avec un écran très grand et des sièges plus confortables qui font augmenter le prix de votre ticket. Mais c'est avant tout un format qui nécessite des salles adaptées pour le projeter. À l'origine, le format IMAX, c'était uniquement de la pellicule, et pas des moindres. Une pellicule 70 mm capable d'enregistrer une quantité d'informations et de détails qu'aucune caméra numérique ne peut espérer atteindre à l'heure actuelle. C'est d'ailleurs pour ça que pour profiter d'une image en IMAX, il faut un écran vraiment géant, qui nécessite une double projection pour être totalement recouvert. Bon, le truc c'est qu'aujourd'hui, IMAX développe aussi du numérique, avec des caméras labellisées, et permet à certains films qui ne sont pas tournés dans le format d'être optimisés pour. D'ailleurs, la plupart des salles IMAX actuelles n'ont pas de projecteurs 70 mm, mais juste des projecteurs numériques laser 4K. Ce qui n'est pas dégueu en soi. Alors je pourrais m'attarder des heures sur le sujet, et en vrai j'aimerais bien faire une vidéo détaillée pour expliquer ce qu'est l'IMAX, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Par rapport à tout ça, Christopher Nolan, son dada, c'est justement l'argentique. C'est l'un des seuls réalisateurs hollywoodiens qui ne travaille qu'en pellicule, et depuis The Dark Knight, il a implémenté l'IMAX de manière exponentielle dans son processus. C'est devenu l'un des noms importants associés à la marque, et IMAX ne s'y est pas trompé, puisque désormais, les salles IMAX donnent l'exclusivité à certains films pendant une période donnée. Et Oppenheimer a pris la quasi-intégralité des salles durant la fin de l'été, au grand dam d'un certain Mission Impossible 7 sorti une semaine avant. Spoilers, ça n'a pas trop plu à Tom Cruise. Alors je ne suis pas là pour lancer une guéguerre pour savoir si la pellicule est meilleure que le numérique, mais l'important c'est ce qu'en fait Nolan. Il aime la texture plus chaude de l'argentique, son grain et sa manière de capter les textures et la peau. Ce qui est primordial dans un film où les visages en gros plan comptent autant. Mais à partir de là, la question était de savoir si Nolan allait réussir à convaincre le public de privilégier le visionnage d'Oppenheimer dans des conditions optimales. Ce que les Américains appellent les PLF, les Premium Large Formats, sont devenus essentiels dans la vie des blockbusters, qu'on parle des salles Dolby, 4DX, etc. Mais ça se vend surtout sur l'argument du grand spectacle. Et même si Oppenheimer exploite l'IMAX de manière ample et épique, c'est pas vraiment un film d'action. Sauf que c'est là que le film se révèle le plus impressionnant. Après des années à militer pour l'importance de l'expérience en salle, Christopher Nolan a visiblement convaincu une bonne partie de son audience de voir Oppenheimer en IMAX, en pellicule et dans le meilleur des cas, en IMAX 70 mm. Je vais d'ailleurs commencer par ce dernier puisqu'il n'y a que 30 salles dans le monde qui peuvent diffuser le précieux format et la majorité se trouve aux États-Unis. En France d'ailleurs, on n'en a pas, bravo pour le pays de la cinéphilie. Mais mi-août, soit un mois après le début de son exploitation, IMAX révélait que ces 30 salles avaient récolté à elles seules 17 millions de dollars. C'est juste énorme. Beaucoup de magazines spécialisés ont même fait des reportages en interviewant des spectateurs qui traversaient des états entiers pour voir le film dans ces conditions. Pour ce qui est de l'IMAX au global, Oppenheimer est dans le top 5 des plus gros succès de la marque.
Début septembre, le film avait récolté un total de 170 millions de dollars, soit 20% des recettes totales du film. Là encore, c'est gigantesque. Et même en France, où on n'est pas équipé en IMAX 70 mm, il était toujours possible de voir le film en pellicule, que ce soit en 35 mm ou en 70 mm dans quelques salles. À Paris, c'est le Grand Rex qui a eu l'exclusivité du 70 mm et ça a été un carton plein. Plus de 25 000 entrées sur la première semaine, à tel point qu'ils ont pu garder la copie une semaine de plus à cause de la forte affluence. Et pour avoir vu 2 fois Oppenheimer là-bas en l'espace de 3 semaines, je peux vous assurer que ça m'a fait chaud au cœur de voir une aussi grande salle totalement remplie. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit plus tôt, mais en France, Oppenheimer a maintenant récolté 4,3 millions d'entrées, ce qui en fait le 3e meilleur score de Nolan dans l'Hexagone, juste derrière les 4,4 millions de The Dark Knight Rises et les 4,9 millions d'Inception. Nous sommes une grande nation et on peut en être fiers. En tout cas, Christopher Nolan a bien réussi à faire de l'IMAX un argument de poids, et pas seulement pour augmenter le prix du billet de cinéma. Ça fait partie de sa personnalité de cinéaste et une bonne partie des spectateurs l'a désormais intégré quand ils vont voir un de ses films. Et finalement, c'est raccord avec mon dernier point, à savoir la place de Nolan dans l'industrie actuelle. Je disais plutôt que Barbie et Oppenheimer n'étaient pas à proprement parler des films de franchise et ça les a sans doute aidés à se montrer rafraîchissants. Mais en fait, Oppenheimer a bien confirmé une marque, celle de Nolan lui-même. Si ce n'est Tarantino, Spielberg, Scorsese et Fincher, peu sont les cinéastes américains qui peuvent se vanter d'avoir un tel poids, surtout à cette échelle de production. Qu'on l'aime ou qu'on le trouve surfait, Christopher Nolan est bien un nom majeur de la cinéphilie actuelle. Et il ne faudrait peut-être pas le sous-estimer sous prétexte qu'il ferait des films d'auteur grand public ou d'autres qualificatifs méprisants de snob. Certes, il est une porte d'entrée pour beaucoup de gens vers le cinéma, mais justement, faut le chérir. Plus que jamais. Et je ne dis pas juste ça parce que pour le coup, je considère Oppenheimer comme l'un des meilleurs films de l'année. Raison de plus d'avoir douté de Monseigneur tel le pêcheur que je suis. Antoine, je te pardonne. Geoffrey le disait très bien dans sa vidéo sur le fonctionnement du box-office, mais le cinéma est bien démocratique, dans le sens où votre ticket sert de billet de vote. Un studio, il voit ce qui marche, et il le refait jusqu'à ce que ça ne rapporte plus d'argent. En allant voir Oppenheimer, le public du monde entier a prouvé qu'il pouvait y avoir autre chose en salle que The Flash ou le remake live de La Petite Sirène. On va même tous oublier que c'est arrivé. Peut-être que ça ne sera qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais personnellement, ça me redonne un peu de la foi que j'avais perdue. Voilà, ce retour sur le box-office d'Oppenheimer touche à sa fin, mais avant, comme d'habitude, j'en appelle à votre bon cœur, puisqu'Écran Large a besoin de vous pour qu'on reste un beau média indépendant. Ça passe par un abonnement qu'on propose sur le site et qui vous donne accès contre quelques euros par mois à plein d'articles approfondis et exclusifs. Le lien est en description, et sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao. Stop.